Bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission du Grand Rebond du cycle de la tournée des tiers-lieux. Donc, je vous le rappelle, la tournée des tiers-lieux, c'est à la fois l'occasion pour les citoyennes et citoyens de la Convention citoyenne pour le climat de venir partager leur expérience auprès du grand public. Et à cette occasion, en tant que partenaire de la tournée, le Grand Rebond mobilise et fait se rencontrer les acteurs économiques de chaque territoire, également les associations, les acteurs de l'ESS, avec la participation des fondateurs des tiers-lieux qui reçoivent chacune des étapes. Et aujourd'hui, nous sommes à Rodez, à Station A, à un des tiers-lieux qui participe à l'étape, puisque dans la région, on retrouve aussi Ping Pong Cowork qui est à Millau, et également le château d'Arvieux, qui sera présenté tout à l'heure par Benoît, le fondateur. Et on aura l'occasion aussi d'avoir le témoignage d'un acteur économique de la région, d'une citoyenne et d'un citoyen de la Convention citoyenne pour le climat, avec également un expert des enjeux d'intelligence collective, de collectif, qui nous fera part à la fois de son expertise dans les tiers-lieux, mais plus largement de la démocratie participative et de l'intelligence collective au sein des entreprises et des organisations. Donc sans plus tarder, nous allons recevoir Alan Hay, qui est le fondateur de Station A, qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Alan. Bonjour Michael. Merci de nous recevoir dans ce lieu inspirant, Station A, qui est en plein Rodez. Avec plaisir, bienvenue. Et c'est un projet que tu as initié en 2017 dans les anciens haras de Rodez. Vous êtes environ 400 personnes physiques à graviter autour du lieu tout au long de l'année. Combien de personnes morales? Une cinquantaine? Oui, c'est ça, une cinquantaine de personnes morales. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous raconter la genèse du projet, là où vous en êtes aujourd'hui, et puis en même temps les perspectives de développement, vos ambitions pour le territoire à Rodez? Alors Station A, c'est un projet de tiers-lieu, enfin c'est un projet parce que maintenant qui est déjà bien entamé, mais qui est encore dans sa phase de préfiguration, et qui est un projet de tiers-lieu que j'ai l'habitude d'appeler un tiers-lieu généraliste. C'est-à-dire que très vite, dans les premières idées qu'on avait lorsqu'on a lancé ce projet-là, c'est qu'on le voulait comme un lieu de mixité, et donc un tiers-lieu qui n'allait pas être juste un tiers-lieu culturel, ou juste un tiers-lieu nouvelle techno, ou juste un tiers-lieu bien-être, et qu'on voulait vraiment retrouver un certain nombre de composantes. Et donc c'est autour d'un certain nombre de sujets, de thématiques qu'on trouvait trop peu développées sur l'échelon national, sur l'échelon local, qu'on a réfléchi à un certain nombre d'activités qu'on voulait agréger dans ce tiers-lieu. Et le foncier, parce qu'à chaque tiers-lieu a son propre montage, et on sait que le foncier est souvent au cœur des dispositifs économiques. Là, le foncier, il appartient à qui à Station A? Alors il appartient au département. Alors la petite, tu disais tout à l'heure, c'est un projet qui a démarré en 2017, c'est vrai, et qui a d'abord démarré pendant 2 ans sans lieu. Donc la co-construction qu'on a apportée pendant 2 ans, sur laquelle on a agrégé un certain nombre d'acteurs économiques, culturels du territoire, on a d'abord réfléchi à une programmation archi qui était décorrélée du lieu. Et ensuite, on a candidaté à un appel à projet qui avait été lancé par le département de l'Aveyron, qui était qu'est-ce qu'on peut faire de ce lieu, sachant qu'on veut le réouvrir aux Aveyronnais, qu'on veut qu'il ait un modèle économique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'argent public ni pour l'investissement ni pour le fonctionnement, et qu'on veut donc un modèle qui s'équilibre et qui réouvrir le lieu. Et pour initier le projet, il a fallu quel niveau d'investissement? Ça s'est vraiment fait petit à petit. Le premier investissement qu'on a fait, c'est quand on a pris un bureau d'études qui nous a accompagnés sur le modèle éco. C'était d'abord 20 000 euros, puis on a remis 20 000, et c'était de l'argent perso à chaque fois, des gens qui étaient porteurs du projet, ou des gens qui le soutenaient. Et puis ensuite est venue la fabrique de territoire, la labellisation, qui nous a permis d'avancer un petit peu plus. Et là, aujourd'hui, je dirais qu'on est à peu près à 300 000 euros d'investis, et dont 95% qui est lié à l'exploitation. C'est-à-dire c'est de l'argent de l'exploitation qui est réinvesti pour faire avancer le projet. Ok. Et si on se projette à 3 ou 5 ans, à 3 ans, j'espère. Ouais, 3 ans, j'espère. C'est 2024 l'objectif. C'est toujours 2024 l'objectif d'ouvrir un lieu rénové. 7 millions d'euros d'investissement. Donc, dans le modèle qui avait été demandé par le département de l'Aveyron,
Il y avait évidemment un modèle économique équilibré, mais il voulait rester propriétaire du lieu, donc il ne souhaitait pas le céder. Il souhaitait que la structure qui allait s'occuper de la réhabilitation, donc à peu près 5,1 millions d'euros, il voulait qu'il y ait absolument la Caisse des dépôts, Banque des territoires à l'intérieur. Donc le modèle, c'est une foncière avec la Caisse des dépôts, Banque des territoires, avec le Crédit Agricole, qui est une banque très fortement implantée sur le territoire, qui rentre au capital. Une foncière qui s'appelle Belleville, qui porte plusieurs projets de tiers-lieux au Havre, à Paris ou à Toulouse. Et nous, dans une structure qui s'appelle Station à investissement, dans lequel on va agréger à la fois des gens qui ont contribué au projet par du temps qu'ils ont donné au projet et des acteurs, entreprises du territoire, qui viennent investir dans ce projet-là parce qu'ils considèrent que c'est important pour leur territoire, important pour leur recrutement, important pour les équilibres. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la foncière qui a apporté 5,1 millions d'euros. Et là, la Caisse des dépôts souhaitait avoir un seul locataire pour pas que cette foncière elle soit à la merci du risque de vacances. Et donc, du coup, on a créé une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui vient comme opérateur du lieu. Alors, il y a une petite spécificité dans le projet de Station A, c'est que comme on n'avait pas dans notre modèle, il n'y a pas de financement public. On a un modèle qui est très tourné vers l'opérationnel et vers l'exploitation en elle-même. Et donc, l'idée est de créer un lieu propice à l'entrepreneuriat, mais sur lequel on ne s'interdit pas d'entreprendre nous aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la partie restauration, c'est associé avec la famille Brasse et avec la famille Pourra, qui sont deux acteurs très importants sur le territoire, sur des activités différentes, mais de l'alimentation. On a créé la structure Station Alimentation, qui va porter un projet très large autour de l'alimentation, pas simplement de l'exploitation de resto. On vient de lancer une coopérative de livraison à vélo aussi, parce qu'il n'y avait pas de service de livraison. Rodez, on lance un Fab Lab à destination des professionnels. Voilà. C'est-à-dire que notre exploitation, c'est animer le lieu, louer des espaces, mais c'est aussi, quand il y a besoin, entreprendre. Donc c'est un biais, enfin c'est aujourd'hui une des spécificités de Station. Et là on voit derrière nous un bâtiment sur le domaine, vous avez plein de bâtiments comme celui-ci, tous ne sont pas complètement exploités encore ou rénovés, mais le potentiel de bâtisse, ça représente combien de mètres carrés à terme? À terme, 6500 mètres carrés de surface de plancher et 51 000 mètres carrés d'espace extérieur. Donc sur les espaces extérieurs, il y a 5 hectares 100. On est à 300 mètres du musée Soulage, qui est un peu le hotspot de Rodez. On est en plein centre-ville de Rodez. Et c'est vrai que c'est un espace que les Aveyronnais ne connaissaient pas. Parce que de tradition militaire, de tradition, enfin voilà, c'était quelque chose qui était très fermé. Et donc du coup, c'est assez rigolo aussi un peu à l'image des tiers-lieux, de tout décloisonner, de retirer tous les silos, de montrer que en fait, c'est un lieu qui est ouvert, qui va vivre et qui va favoriser la rencontre. Excellent. Et alors, là, tu reçois donc la deuxième étape de la tournée des tiers-lieux. Qu'est-ce que ça représente déjà pour toi en tant que porteur du projet? Et puis à l'échelle du projet de Station A, cette étape de la Convention citoyenne pour le climat et de la tournée des tiers-lieux, c'est à quel enjeu? La première des choses par rapport à la tournée des tiers-lieux, c'est le rôle des fabriques de territoire. Donc ça, nous, c'est quelque chose sur lequel on a été assez honorés parce qu'on faisait partie des premières vagues. C'était quelque chose. On a été honorés et en fait, c'est quelque chose qu'on a vraiment, qui fait vraiment partie de l'ADN du projet, c'est de voir aussi. Alors à la fois, il y a le côté très entrepreneurial dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le côté prolongation de l'action publique, l'intérêt général que peut représenter le tiers-lieu. Donc la fabrique de territoire, l'idée c'est quand même de dire, ok, vous êtes un projet atypique, intéressant, enfin il y a un certain nombre de critères qui les intéressent, et on vous demande deux choses, de nous faire un retour d'expérience, donc pour voir comment on peut aider ou permettre à d'autres tiers-lieux de gagner du temps ou de faire moins d'erreurs, et puis il y a surtout quel rôle d'agitateur de territoire vous allez pouvoir jouer. Et ça c'est un truc qui nous amuse beaucoup, qui nous plaît énormément, et donc dans la tournée des tiers-lieux, il y avait déjà cette rencontre des fabriques de territoire. C'est de voir comment la Convention citoyenne pour le climat pouvait aussi être un agitateur de ces fabriques de territoire et venir sur les terrains. Ensuite, le deuxième aspect de cette tournée qui est vachement important, c'est que moi, je ne suis pas un expert de la lutte contre le réchauffement climatique, mais en tout cas, tous les gens qui ont un peu analysé le travail qui a été fait par la Convention citoyenne pour le climat disent que c'est vraiment du niveau des meilleurs climatologues. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont consacré du temps, qui ont rencontré des gens hyper intéressants et qui ont produit des idées, qui ont produit des solutions hyper intéressantes et parfois hyper pragmatiques et applicables et tout ça. Et c'est de haut niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que les fabriques de territoire, c'est de voir aussi comment on va aller dans les territoires animés. Et c'était intéressant d'être le relais de ce jus de cerveau qui s'est produit à Paris,
pour voir comment on pouvait aller irriguer les territoires. Et donc c'est ça qui nous plaît vachement, parce que nous, alors on a la petite spécificité, c'est qu'on a voulu répondre avec Arvieux et avec Millau, qui sont les deux autres fabriques de territoire de l'Aveyron, parce qu'on travaille déjà beaucoup ensemble, parce que ça nous amuse aussi de faire des choses ensemble, et parce qu'on voit bien que les complémentarités, enfin, l'Aveyron c'est un territoire où là tu pars de Rodez, tu vas au nord, tu fais 1h30 de route, tu vas au sud, tu fais 1h30 de route, tu vas à l'ouest, tu fais 1 heure de route. Ouais. Donc c'est des territoires qui sont hyper vastes, et donc la complémentarité des fabriques, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a le département de l'Aveyron aussi en train de structurer un réseau des tiers-lieux et qu'on est un peu au cœur de tout ça. Ça nous semblait hyper intéressant de répondre de façon groupée et de dire bon mais voilà, c'est pas l'étape de Station A, c'est pas celle d'Arvieux qui est Ticamp et qui est très pointue sur la transition écologique, mais c'est l'étape de l'Aveyron et de voir comment on pouvait aller à la rencontre des Aveyronnais. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alan pour ton avec plaisir Michael, merci à vous de vous intéresser à nous. Et on va poursuivre justement avec Benoît Montel qui participe, comme le disait Alan à l'instant, à cette étape de la tournée et qui a cofondé au château d'Arvieux un autre tiers-lieu avec un concept un petit peu différent. On va le voir dans un instant. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc, tu es le fondateur du tiers-lieu qui s'appelle le château d'Arvieux, qui est dans un village Arvieux de 800 habitants. Tu vas nous parler évidemment de l'origine du projet et les perspectives, mais juste avant qu'on parle du tiers-lieu en lui-même, est-ce que tu peux nous rappeler les spécificités du village d'Arvieux qui a une histoire particulière, en tout cas intéressante? Ouais. Alors Arvieux, c'est un petit village qui est isolé, qui est à 35 minutes de Rodez, la préfecture du département de l'Aveyron, et qui est à 800 mètres d'altitude. Ce qui fait que le village a depuis toujours en fait dû développer un certain nombre de stratégies pour s'adapter à ce contexte géographique. Et notamment depuis plus de 30 ans, en réalité, les habitants du village ont mis en place un certain nombre d'actions, une dynamique, notamment socioculturelle, pour créer une forme d'émulation et de convivialité à travers notamment la fête qui prend une place importante au village, et aussi la mise en place d'un certain nombre d'associations culturelles, sportives, auprès des personnes âgées, auprès des plus jeunes. Et en fait, cette dynamique-là a créé un terreau qui fait qu'aujourd'hui, Arvieux sort un peu du lot parmi les villages de 800 habitants qu'on peut connaître sur le territoire national. Et le château d'Arvieux, comment tu es venu à t'y intéresser? Comment est né le projet de créer un tiers-lieu dans cet espace? Alors, c'était pas par hasard. Mais en fait, j'étais pas venu pour le château d'Arvieux au départ. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que Arvieux, compte tenu de ce contexte et de cette dynamique, a décidé de mettre en place une démarche de démocratie participative, pas par plaisir ou par conviction politique, mais par nécessité, parce qu'il y avait un déclin démographique. Et c'est un phénomène qu'on connaît dans beaucoup d'autres villages qui sont en milieu très rural et exposés. Et donc, cette démarche de démocratie participative, elle a permis la création d'un conseil villageois à côté du conseil municipal. Et ce conseil villageois a regroupé un peu moins d'une centaine d'habitants sur les 800, ce qui est énorme au démarrage. Et ce conseil villageois, avec ses 100 habitants, s'est structuré en une dizaine de groupes thématiques. Ce qui fait que chaque villageois investit dans un groupe de travail particulier, un petit peu comme la Convention citoyenne pour le climat, du reste, à plancher sur un certain nombre de propositions, par exemple pour faciliter l'accueil, faciliter le soutien à l'éducation, faciliter l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, etc. De ce conseil villageois est née une volonté très forte d'amorcer une forme de transition, on peut dire vraiment de manière assez large, de transition numérique, écologique et sociale. C'est pas que la démarche de démocratie participative qui a fait naître en fait une dynamique de tiers-lieu villageois à travers le jardin d'Arvieux, on va en parler. Il y a eu aussi les locaux motivés, un drive paysan qui met en relation 50 producteurs avec un peu de 350 consommateurs. Mais voilà, cette démarche, il y a beaucoup contribué. Ce qui fait qu'aujourd'hui sur Arvieux, ce qui m'a intéressé, c'est le fait qu'il y avait déjà une dynamique, déjà des personnes intéressées sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, je me suis positionné sur le château d'Arvieux parce que une société implantée sur Arvieux depuis 20 ans, il développe des solutions digitales dans une logique de société coopérative, avait les moyens d'investir dans nos projets. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que les sociétés coopératives ont des réserves impartageables et elles doivent les réinvestir dans le champ de l'économie sociale. Et en fait, c'était une opportunité de pouvoir se positionner sur le château d'Arvieux qui était déjà prisé par un groupe de retraités qui voulaient faire une résidence secondaire. Et moi, je suis arrivé avec des compétences et un peu d'énergie. Et en face de moi, j'avais des interlocuteurs
à la fois des élus locaux, des villageois, mais aussi des entrepreneurs qui disaient ok, on est prêt à te soutenir. Très bien. Et alors, du coup, le financement démarre comme ça. Ouais. Et ensuite, tu as élaboré tout un concept tourné autour de l'expérience. Tu peux nous expliquer quel type d'expérience on peut vivre au château d'Arvieux? En fait, le constat qu'on fait au départ, quand même, c'est on est dans un contexte qui est compliqué. Comprendre la complexité des phénomènes qui nous entourent, notamment sur les sujets de la transition écologique d'un côté, de la transition sociale de l'autre, on peut parler de biodiversité, de climat, etc. Enfin, je veux dire, c'est complexe. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis investi sur ces sujets-là. Et la conclusion à laquelle j'arrive, mais qui n'est pas définitive, c'est de passer de la parole aux actes, mais du coup, arrêter de parler de ces sujets. Parce qu'à chaque fois, on se retrouve dans des situations compliquées où tu as des personnes qui sont dans une forme de déni, tu as des personnes qui ne comprennent pas du tout, tu as des personnes qui se sentent un peu éreintées par ça, parce qu'il y a aussi un problème de lutte de classe d'une certaine façon, avec des élites qui sont un peu intellectuelles, et puis d'autres personnes qui seraient plus manuelles, pas capables de comprendre. Enfin, en tout cas, au milieu rural, on le voit, c'est très fort. Ouais. Et donc, on s'est dit très bien, on partage de ce constat-là, on préfère vivre une expérience. On ne parle pas de transition, mais on joue le jeu d'être dans un domaine un peu exceptionnel, avec quelque chose d'inspirant, quelque chose qui interpelle en fait. Et par contre, on respecte les codes qui s'imposent à nous, partant du principe qu'on est sur un domaine de 1787, qui a été pensé à cette époque-là, pas du tout avec les moyens d'aujourd'hui. Et donc on respecte ça, c'est-à-dire que ce n'est pas le bâtiment qui s'adapte aux occupants, mais c'est les occupants qui vont plutôt s'adapter aux contraintes liées au bâtiment ou au domaine. Et à ce moment, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur tous les gestes du quotidien, que ce soit pour se chauffer, que ce soit pour s'alimenter, que ce soit pour s'organiser dans une démarche un peu collective, pour l'alimentation, pour la gestion des toilettes sèches, en particulier parce qu'il y a des toilettes sèches, parce qu'on est dans des chambres partagées, etc. En fait, il y a cette expérience de vivre ensemble qui, quelque part, s'impose, et s'impose d'une façon où, en réalité, si tu ne joues pas le jeu de la coopération, eh ben, tu te mets dans une situation difficile. Parce que pour te chauffer, tu as besoin de rentrer du bois pour alimenter les poêles, pour manger, en général, tu es en groupe, donc tu as besoin de participer à l'élaboration du repas, etc. quoi. Et donc, cette expérience-là, elle vient nourrir d'autres formations complémentaires, mais elle est inhérente à ce que tu viens de dire au château d'Arvieux. Et vous êtes combien sur site à gérer cet espace? Et puis combien de personnes sont déjà venues en mode expérimental? Est-ce que tu as quelques chiffres comme ça à nous partager? Ouais, alors en fait, on avait une stratégie au départ parce qu'on avait un choix qui était devant nous. C'était soit on faisait l'acquisition du château, les travaux dans la foulée, et à ce moment, on lançait une offre d'accueil. Ou soit on se posait un petit peu et on regardait quels étaient les besoins ici et maintenant du territoire. Et à ce moment, on trouvait des alternatives pour répondre à ces problématiques-là. Et on a fait le choix de cette option-là. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait des porteurs de projets qui étaient sur Arvieux. Sauf que sur Arvieux, il y a des problèmes de logement. Mais le domaine de Montfranc, le château d'Arvieux, est un espace qui permet potentiellement de pallier, en tout cas de manière temporaire, cette problématique-là. Et donc, on est allé voir les porteurs de projets. On leur a dit voilà, on fait une proposition, elle est un peu bizarre, et vous nous dites ce que vous en pensez. On a 500 mètres carrés habitables, et on peut s'organiser pour avoir des parties privées et des parties communes. Donc on est dans une logique d'habitat partagé en fait. Est-ce que vous êtes prêts à tenter l'expérience? Voilà. Et c'est parti comme ça, et en fait on a eu 7 porteurs de projets qui nous ont dit c'est plus important pour nous de rester sur Arvieux, de tester notre projet. Et donc à la limite on est prêt à tester cette expérience parce que d'abord on ne sait pas, il n'avait jamais fait avant. Et puis par ailleurs il se trouve que le château, étant très proche du centre-bourg, très complémentaire à ce qui se passe déjà, en fait c'était vraiment, tu vois, une offre très complémentaire en réalité. Et donc, ça n'a pas été très difficile de les convaincre. Et on s'est testé, parce que je faisais partie des personnes qui habitaient au départ, pendant 9 mois, dans cette logique d'habitat partagé. Et pourquoi 9 mois? Parce qu'on savait qu'après, on allait accueillir des formations. Donc, on devait accueillir une formation de 2 mois à la transition écologique et sociale entre mi-avril et mi-juin. Ça n'a pas pu se faire par rapport aux conditions initiales pour des raisons de contexte sanitaire notamment. Donc, on a réduit, au lieu de 2 mois, on est passé à 1 semaine. Et après, on devait expérimenter aussi un accueil estival. Voilà. Plutôt accueil de groupe ou accueil en chambre d'hôte, plutôt touristique. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire non plus parce que les travaux ont pris du retard, notamment le contexte sanitaire aussi. Et on en est d'accord. Au départ, voilà, c'est ce choix qu'on a fait de en fait, inscrire le château d'Arvieux comme un outil au service du développement local, très complémentaire par rapport à ce qui existe déjà, et pour répondre aux problématiques qu'on connaît tous. Et donc, on est dans une phase où la première année était expérimentale et on aimerait que la deuxième année, elle permette de tester un peu plus le modèle d'hébergement d'accueil qui est lié au modèle économique en fait, du château
pour voir si ça peut fonctionner ou pas. Ouais, donc, un certain nombre d'expérimentations pour définir quelles sont les ambitions, les perspectives à 5 ans, à 10 ans d'un projet comme celui-ci. Et alors, le dispositif est très différent de celui de Station A ou même de Ping-Pong Cowork, donc vous êtes hyper complémentaires dans la région. Il y a une démarche qui est très permaculture au niveau du principe. Vous avez beaucoup observé ce qui était disponible dans votre environnement, quelles étaient les contraintes, les forces, les faiblesses. Est-ce que le jardin d'Arvieux, justement, s'appuie aussi sur la permaculture par ailleurs, pas spécialement? En fait, le jardin d'Arvieux a été porté par la SCOP Laitis, avec cette idée un peu folle en fait d'entreprendre en milieu rural, dans un secteur qui, à l'époque, n'était pas du tout porteur, puisqu'on parle de digital. Donc, le digital milieu rural, et de ça, on parle en 1997. Donc en gros, je vous refais rapidement l'histoire, des entrepreneurs sortis d'école, qui connaissent l'Aveyron, veulent avoir un cadre de vie, une qualité de vie. Ils se disent, moi je ne veux pas travailler dans les grosses boîtes, même si avec mon diplôme je peux y prétendre. Et donc on va créer des conditions pour être épanoui à la campagne. Et donc ils sont allés prospecter un certain nombre de villages autour d'Arvieux. Et il se trouve qu'à ce moment-là, de manière concomitante, et c'est là que les plans se sont alignés, un élu, à l'époque, était déjà visionnaire, il y en avait plusieurs sur Arvieux, et a eu cette idée un peu folle de lancer une annonce sur une émission qui passe à l'époque sur Canal+. Okay. Et donc les jeunes en question travaillaient dans un camping juste à côté, ont vu passer ça sur Canal+, c'est quand même rigolo de voir ça à la télé à une dizaine de kilomètres. Et en fait, on a su que le coworking aujourd'hui, qui est un ancien couvent, un ancien château féodal du village, était un espace qui était inoccupé et la commune souhaitait redynamiser un petit peu l'usage de celui-là. Et donc ils sont arrivés avec cette proposition de dire ok, nous on est prêt à créer une activité dans le secteur du digital, donc Internet, 4.7. Les élus ne comprennent pas trop ce qu'ils racontent, mais il faut un pari un peu fou de dire on ne comprend pas ce que vous dites, mais en fait vous nous avez convaincus, on est prêt à vous aider, donc on va vous mettre à dispo une partie du couvent et vous accompagner éventuellement financièrement. Voilà. Enfin, ça part comme ça, en tout cas l'histoire de ce que j'en ai retenu, et cette scope, elle n'a pas cessé d'entreprendre sur le territoire, parce qu'elle avait à la fois son modèle économique de société dans le digital, mais en même temps, elle voulait avoir de l'impact sur son territoire. Et donc, l'AITIS a aussi permis de démocratiser, disons, l'arrivée d'Internet au village, puisqu'on parle d'un village de 800 habitants toujours. Il y a une connexion très haut débit, à l'époque elle était satellitaire, et le Cantou qui est à côté du coworking, qui est en fait l'espace aujourd'hui médiathèque cyberbase de maison de service au public, en fait, bénéficie de la connexion Internet satellitaire de l'AITIS pour permettre à des personnes qui n'avaient pas accès à Internet chez eux, qui n'étaient pas à l'aise avec l'outil informatique à l'époque, de commencer à se familiariser avec cette affaire-là. Ça faisait les intérêts du territoire, mais aussi de la société. Et c'est comme ça que c'est parti. Et en réalité, le jardin d'Arvieux, aujourd'hui, c'est une place de village avec le coworking, le Cantou, médiathèque cyberbase maison de service au public, la salle des Thiels, qui est une salle de conférence, de spectacle qui accueille la programmation culturelle, et une ancienne grange qui a été rénovée en 2 salles de réunion. C'est ça, en fait, le tiers du villageois. Et en fait, c'est une longue histoire, cette affaire. Et c'est aussi le mariage entre des entrepreneurs privés et du coup la collectivité. Ça montre finalement, comme ce qu'on va aborder tout à l'heure avec Pascal Desfarges, que la dynamique collective, le collectif permet d'avoir une grande résilience et créativité, et quelle que soit l'évolution des temps et des problématiques, à chaque fois il y a des nouvelles idées qui émergent et qui permettent de trouver des solutions en mode intelligence collective. Mais tout à fait, alors pour revenir par là, mais en fait c'est sur l'approche permacole, elle existe, mais les gens ne savent même pas qu'ils font ça. Donc en fait, Arvieux, c'est ce que j'expliquais au début, et je pense vraiment que c'est presque culturel. S'ils n'avaient pas été un petit village isolé, je ne suis pas du tout certain qu'ils aient adopté toutes ces stratégies de résilience, cette approche un peu permacole, un peu globale, mais c'est naturel, parce qu'ils n'ont pas le choix en réalité. Merci Benoît pour ton partage d'expérience. Merci à vous. On va poursuivre avec l'intervention de Denis Cabrion de Ping-Pong Cowork, donc le 3e tiers-lieu qui participe à cette étape de la tournée. Bonjour Denis. Bonjour Michael. Merci de nous recevoir parce que tu participes donc à cette étape, même si on est en ce moment à Station A. Tu vas recevoir demain matin l'ensemble des participants à Ping-Pong Cowork à Millau, avec une jolie vue sur le viaduc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le dispositif qui est en place à Millau,
l'origine du projet, le volume d'investissement, le nombre de sociétés par exemple? Alors nous, donc on est à la base d'un espace de coworking qui a ouvert en juin 2018. Ouais. À la base, c'était un besoin quasi personnel avec on était 3 personnes arrivant de la capitale et on revenait dans nos contrées. Donc il n'y avait pas encore cette offre de service sur le territoire. En parallèle, donc on avait une communauté de communes qui cherchait aussi également à monter un espace de coworking donc pour compléter son offre de service d'accueil d'entreprise. Donc elle avait déjà un incubateur, une pépinière. Donc très vite le projet est né donc d'un espace on va dire commun, en tout cas sur un projet commun entre communauté de communes et porteurs privés. Donc qui a débouché à la création d'une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, en juin 2018. Bon, rapidement, cet espace, donc on a 400 mètres carrés, ça a été un espace un peu d'accueil de différents événements, de différentes initiatives citoyennes. Et très vite, donc on est parti sur un projet un peu plus ambitieux qui allait regrouper autre chose que de la location de bureaux purs, on va dire. Et donc, ce qui a débouché au mois dernier donc à l'occupation d'un nouvel espace. Donc là, qui est un espace complètement mutualisé. Donc autour de différents pôles, bien-être, numérique et alimentaire, en plus de l'espace de coworking. Avec une dimension d'inclusion aussi sociale, de retour à l'emploi, notamment sur la partie alimentaire. Tout à fait. Alors nous l'objectif on a deux pôles importants, donc le numérique et l'alimentaire, qui en soi sont pas forcément liés, mais ça nous intéresse de les rapprocher. L'objectif sur ces deux sujets, c'est vraiment d'un côté de travailler un lieu de mixité, un lieu commun où on arrive à faire venir tous les publics, notamment par des dispositifs d'inclusion, donc de formation, d'insertion, c'est important. Et à côté de ça, de mêler des actions un peu plus d'innovation pour vraiment avoir cette confrontation entre innovation et inclusion. Et Station A et Château d'Arvieux, vous êtes amenés à collaborer ensemble? Comment vous fonctionnez? Alors nous, on collabore donc avec les 3 lieux, on est quasiment sur les mêmes temporalités depuis 4 ans, donc on est en lien très étroit sur nos retours d'expérience sur les montages des projets respectifs. Et après, on a des liens chacun particuliers sur de différents thèmes, donc notamment Arvieux avec qui on a développé donc, un projet d'association de distribution de produits locaux, de produits fermiers, donc Arvieux avait déjà développé cette initiative via les locomotivés. Donc ils nous ont aidé pendant un an à construire un autre projet sur le territoire de Mirevoix. Alors il faut savoir que l'Aveyron est un territoire très grand, donc on est 3 tiers-lieux, mais chacun a 1 heure ou 1 heure et demie de route, donc on peut développer des initiatives similaires sur chacun de nos territoires. Voilà, sur la partie insertion, on suit également le modèle Station A qui a développé déjà une petite insertion, un chantier d'insertion, et donc là on reproduit ce modèle-là, nous, avec un retour d'expérience. Et nous, par contre, ça on développe avec un chantier d'insertion qui traite du maraîchage sur Millau, qui est associé pour créer des cantines d'insertion. Et l'alimentation, donc c'est le thème de cette étape. Et le fait que vous ayez créé parmi les 3 pôles un pôle dédié à l'alimentation, c'était un constat sur un besoin du territoire, c'est lié à des rencontres, comment vous êtes venu à travailler spécialement ce point-là? Chacun a développé en parallèle ses projets pour l'alimentation, mais je crois que profondément on a un territoire rural où finalement on a la chance d'avoir accès à beaucoup de produits de qualité et de producteurs de qualité, et en même temps on a les mêmes problématiques qu'en ville, c'est-à-dire qu'on a du mal à consommer local, à sourcer les produits, à convaincre nos producteurs. Et donc c'est un peu paradoxal dans une région rurale, mais je crois que chacun a cette envie-là de participer à la relocalisation de l'alimentation, mais de manière engagée, sans consensus. Ouais. Et alors, donc cette étape que tu vas recevoir demain dans ton local, qu'est-ce que ça a comme enjeu pour Ping Pong Cowork de participer à cette étape de la tournée? C'est important pour nous et pour tous les tiers-lieux, je pense, mais un tiers-lieu, c'est avant tout une base citoyenne, une mixité et un lieu, je pense, de représentation de la société et des initiatives citoyennes.
Et là, pour le coup, on est vraiment au cœur du sujet avec la Convention citoyenne pour le climat. Donc il y a ce premier sujet, le sujet de la participation qui est aussi important dans les tiers-lieux, notamment dans les coopératives, parce qu'on est beaucoup monté en coopérative. Et clairement, je pense que c'est un sujet majeur des années à venir de la participation des habitants dans la vie collective et politique. Et donc voilà, on est en plein dans le sujet. Parfait. Merci beaucoup, Denis. Merci, Michael. On va poursuivre avec Pascal Desforges, qui dirige le cabinet de conseil en innovation territoriale Rétis et qui accompagne déjà une dizaine de tiers-lieux, donc il va nous faire part de son expertise, et également spécialiste des dynamiques collectives, aussi bien en entreprise que dans les territoires, ainsi que sur la démocratie participative. Bonjour Pascal Desforges, merci d'être avec nous pour partager ton expérience. Tu es à la fois spécialiste des enjeux de la culture et du numérique, de démocratie participative, d'intelligence collective, donc ça fait beaucoup de sujets. Ça fait beaucoup de sujets. Mais on va commencer dans l'ordre déjà par rapport à la tournée des tiers-lieux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton intérêt pour la tournée, voire même le rôle que tu joues? Mon intérêt, si je pouvais le synthétiser en quelques phrases, c'est ce lien entre la démocratie contributive et la démocratie représentative. Donc on part du constat qu'il y a très peu d'électeurs qui aujourd'hui votent vraiment, et du coup il y a un très grand pourcentage de citoyens qui ne votent pas. Et comme ils ne votent pas, comment ils s'impliquent dans les politiques publiques, comment ils s'impliquent dans l'innovation territoriale, et donc pour moi l'enjeu de cette tournée, c'est d'abord d'établir ce lien entre les élus représentatifs et le délibératif ou contributif. C'est-à-dire, et je fais une différence avec le participatif, c'est qu'on donne son avis. Le contributif, c'est qu'on co-construit la politique publique avec les élus. Et c'est un des enjeux premiers des tiers-lieux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi cette tournée? C'est faire rencontrer des citoyens qui proposent la Convention climat, 150 citoyens, l'association des 150 citoyens. Donc des citoyens qui proposent avec des citoyens qui font. Et de voir ce rapport qui peut exister entre les propositions faites par les citoyens de la Convention climat et puis les actions concrètes, l'ingénierie de projet territorial, l'innovation sur l'ensemble des territoires à travers évidemment l'outil tiers-lieu. Mais le tiers-lieu n'est qu'une plateforme ou un outil qui permet ça. Voilà. C'est ça, moi, mon centre d'intérêt, puisque en fait, c'est mon métier. Ouais. Et mon métier, c'est justement d'être une sorte de diplomate entre les deux formes de démocratie. Voilà. Et les tiers-lieux, justement, tu en as accompagné un certain nombre depuis leur création, leur développement. Et leurs échecs aussi, parfois. Et leurs échecs, oui, parce qu'effectivement, ça fait partie de l'apprentissage qui est nécessaire pour qu'on puisse essaimer d'une certaine façon. Tu travailles avec la Banque des Territoires également dans cet accompagnement. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la Banque des Territoires d'abord et comment la Banque des Territoires intervient à tes côtés? La Banque des Territoires, c'est un organe de financement de l'État autour du développement territorial. Donc c'est extrêmement vaste. Hein. Ça peut aller des infrastructures autoroutières, des tunnels et même du porte-avions Charles de Gaulle, jusqu'à évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'innovation des territoires et surtout dans le rapport aux élus et aux projets portés par les élus. Moi, mon rôle, je suis chargé de mission tiers-lieu dans un service de la banque qui est assez innovant, puisque c'est un service transverse, en fait, qui est dans la transversalité. Et mon rôle, c'est le conseil, l'accompagnement, la sensibilisation des élus. Et puis, je travaille avec une personne qui s'appelle Audrey Charluet, qui est ma responsable, en tout cas, en termes de hiérarchie, et qui accompagne un vivier, en fait, d'une dizaine de tiers-lieux ou de futurs tiers-lieux en France, avec des configurations et des identités différentes, et qu'on accompagne dans le conseil, de multiples manières, et Station A en fait partie. Voilà. Et ces 2-3 dernières années, est-ce que tu as constaté une évolution? Est-ce que les tiers-lieux sont en train de se démultiplier quantitativement? Est-ce que qualitativement leur ampleur, leur aura également augmente? Qu'est-ce que tu constates en ce moment? Alors c'est très compliqué parce que déjà il faudrait s'entendre sur ce qu'est un tiers-lieu. Et c'est quand même une grande question, hein. C'est une nébuleuse. Hein. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Donc il y a plusieurs façons de le voir.
Et moi, je pars du principe que si tout est tiers-lieu, alors rien n'est tiers-lieu. Ouais. D'accord ? Et aujourd'hui, on voit beaucoup de structures qui sont d'ailleurs parfois labellisées, fabriques de territoire, et qui, à mon sens, mais c'est personnel, c'est mon jugement personnel, ne sont pas du tout des tiers-lieux. Et donc, je pourrais peut-être rappeler quand même quelques éléments fondateurs d'un tiers-lieu. Un tiers-lieu n'est pas un lieu. C'est pas un lieu. C'est une communauté, un collectif, un écosystème d'individus qui s'organisent pour inventer un projet à développer et qui s'incarne éventuellement dans un espace physique. Et donc, il y a le mode pair à pair est fondamental. Moi, je fais partie de la fondation Peer-to-Peer avec Michel Bowens. Et ben, on défend cette notion de territoire distribué, non plus centralisé, décentralisé, mais carrément distribué, qui fonctionne en écosystème pair à pair, mais qui fonctionne aussi entre les individus dans cette dimension d'écosystème. Et puis l'autre notion, il y a deux autres notions qui pour moi sont fondamentales dans un tiers-lieu, c'est la dimension open source, c'est-à-dire celle des biens communs. Et donc on peut être un tiers-lieu à vocation entrepreneuriale, artisanale, avec un projet commercial, un projet lucratif, pourquoi pas, à partir du moment où il y a une dimension de biens communs dans la configuration, ça peut être pour moi, à mon sens, un tiers-lieu. Voilà. Ouais. Mais ce qui est très important, c'est que c'est pas parce que vous avez un lieu avec un espace de coworking, un Fab Lab, un bar, des canapés, comme on est là aujourd'hui dans les fauteuils, que c'est un tiers-lieu. C'est pas l'adjonction de petits services qui fait tiers-lieu. Ce qui fait tiers-lieu, c'est une communauté avec un coordinateur pair à pair. Et la chose fondamentale, c'est l'échange de savoir et savoir-faire entre les individus. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental. On a tous quelque chose à s'apprendre, quel que soit son niveau culturel, les diplômes dont on dispose, le parcours et son histoire personnelle. On a tous quelque chose à s'apprendre. Et c'est ça, pour moi, qui est vraiment essentiel. C'est au-delà du lien social, c'est vraiment l'échange de compétences. Si on discutait 1 heure, tu as forcément des choses à apprendre. Et à l'inverse, le tiers-lieu, il est là pour interconnecter en manière distribuée toutes ses compétences et ses savoirs. Et alors justement, une fois qu'on a bien rappelé ce qu'est un tiers-lieu avec ce regard, est-ce que tu as ce sentiment d'une progression des tiers-lieux ou Oui et non. Ouais. Oui, parce que c'est formidable qu'on fasse la promotion de ce type de lieu, et voilà, je ne vais surtout pas aller contre. Non, parce que maintenant, si on commence par les élus, par exemple, les élus, ils peuvent vous appeler en vous disant « Oui, j'ai un vieux foncier, là, je voudrais en faire un tiers-lieu, je fais comment ?» Je fais comment ? Non, ça part pas du haut, ça part du bas. Et donc, je réponds souvent aux élus « Est-ce que vous avez des associations, des collectifs, des artisans, des gens qui ont envie de faire des choses en commun et produire quelque chose en commun ?» Et puis, les tiers-lieux sont en train d'être institutionnalisés. Il faut le savoir quand même. Donc, comme toutes les avant-gardes, il y a un moment où on les institutionnalise et le risque, c'est la mort. Et on voit énormément de gens qui se disent tiers-lieux et qui n'en sont pas. Moi, c'est marrant parce que j'ai un petit peu de bouteille, on va dire, et notamment autour du numérique. Et je me souviens, moi, j'accompagnais des pôles de compétitivité, comme Esther Technopole à Limoges, par exemple. Donc, j'étais consultant, voilà. Puis, après, c'est devenu, à l'heure de la French Tech, Living Lab. Donc, tout est lab. Tout est mix, tout est remix. Et maintenant, ce sont des tiers-lieux. Pourquoi ? Parce que les lignes de financement de l'État, voilà. Donc ça, moi, ça me gêne un peu. Et en même temps, je trouve ça formidable qu'on fasse, qu'on fasse la promotion et la valorisation du local, surtout, de l'économie de proximité, des circuits courts. Donc finalement, c'est vraiment en vivant l'expérience de chacun des lieux qu'on peut percevoir et mesurer l'âme du lieu et sa capacité à avoir des répercussions pour le territoire. Absolument. Et ces répercussions, est-ce qu'elles sont mesurables ? Si oui, comment ? Est-ce qu'il y a des standards qui commencent à émerger ? Alors, il n'y a pas de normes. Ce qui est certain, c'est que les vrais tiers-lieux ont une dimension systémique. Et écosystémique, mais systémique, c'est-à-dire qu'on peut, dans un tiers-lieu, on va travailler un certain nombre d'enjeux qui sont tout simplement les enjeux du XXIe siècle. La mutation du travail, les circuits courts, l'économie de proximité, la fabrication numérique, les Fab Labs par exemple, ce qu'on appelle la fabrication distribuée, la formation, le lien social bien sûr, et la cohésion sociale sur un territoire. Et donc on a autour de la notion de tiers-lieu un certain nombre d'enjeux fondamentaux. Pour moi, ce sont des utopies concrètes, ou dites réalisables, et elles vont peut-être échouer, sûrement d'ailleurs, comme toutes les utopies. Sauf qu'elles sont en train, partout en France, on va dire, d'élaborer
une forme de grammaire d'une future civilisation, de ce qu'il faudrait faire, à travers des échecs, mais on commence à avoir un alphabet, une sorte de grammaire de peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est des expérimentations. Ouais. Moi, j'aime pas le mot tiers-lieu, donc je préfère parler d'infrastructures civiques dans l'espace public. Et donc pour moi, ce sont des civic islands, des petites îles civiques, et des oasis. Et plus on constelle ces îles civiques dans les territoires, plus on est en train de créer des synergies et des dynamiques de territoire très intelligentes, mais qui dépassent les cadres administratifs ou institutionnels. Et puis, l'autre dimension très importante, parce qu'en France, on a toujours l'impression d'avoir tout inventé, mais sachez que c'est mondial. C'est absolument planétaire. Si en France, on les appelle des tiers-lieux, aux États-Unis, on les appelle shared spaces, collective spaces, third place, troisième lieu, ou makerspace, hackerspace, biohackerspace, on peut pas y aller. C'est planétaire. Et moi, j'ai remarqué que cette émergence des lieux a commencé après la crise financière de 2007. Les gens ont commencé à se poser la question, je veux vivre autrement, je veux travailler autrement, je veux entreprendre autrement. Parce qu'il ne s'agit pas de nier l'entreprise, au contraire, mais peut-être de nouvelles formes entrepreneuriales. Toi qui connais l'Ermitage, par exemple, pour moi, c'est une nouvelle forme d'entreprise, en fait. Oui, tout à fait. Qui est très intéressante dans son fonctionnement et aussi dans ses échecs. Finalement, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas tant la quantité et la taille des tiers-lieux qui comptent, c'est plus la densité, la qualité des liens. Et la façon dont ils se positionnent sur les grands enjeux. Ça, moi, c'est ça qui fait que ça m'intéresse. Donc, effectivement, ça peut être un tout petit lieu dans un petit village, mais qui amène, qui pollinise, en fait. Il y a cette idée de polliniser son territoire. Je donne souvent, moi, l'exemple de la quincaillerie numérique à Guéret, qui sera une des étapes de la tournée, qui est un lieu que je connais depuis très longtemps. C'est un peu un nid pour moi. D'accord. Eh bien, en 2012 a été créée la quincaillerie. En 2021, il y a 15 tiers-lieux sur le département de la Creuse. C'est-à-dire qu'il s'est constitué en réseau, d'ailleurs, dont la quincaillerie fait partie, qui s'appelle le réseau Tela. Et en fait, en l'espace de à peine 10 ans, ça a essaimé, en fait. Et pris des couleurs différentes. Et donc, on voit bien cette notion de pollinisation douce, soft power, de pollinisation douce de certains tiers-lieux, qui agrègent en fait des gens qui sont passionnés, qui ont envie de changer de vie, qui étaient dans les grands comptes et aujourd'hui veulent peut-être gagner moins d'argent, mais être plus dans une qualité de vie que la quantité. On voit une culture, en fait. C'est une culture, les tiers-lieux. C'est une forme culturelle, en fait. Voilà. Et vis-à-vis des entreprises, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence collective, d'engagement des équipes, tout ce que tu viens de décrire, comment ça transpire également au sein des entreprises en interne? Alors, je ne sais pas exactement comment ça transpire, parce qu'on a eu toute la vague des méthodes agiles, l'influence de l'open source, des méthodes Scrum, tout ça, que j'ai vécu, et du design thinking que je ne supporte pas, mais ça c'est encore une autre question. Comment agir? En fait, c'est plutôt comment le processus tiers-lieu, moi je parle plus de processus, peut modifier le fonctionnement d'une entreprise. Tant en termes de RH, mais en termes aussi de rapport au vivant, rapport à la nature, de toutes ces questions en fait que j'ai, la mutation du travail, l'échange de savoir et savoir-faire. Si tu reprends en fait les mêmes enjeux et que tu les appliques à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, c'est un joli mot l'entrepreneuriat, en fait, eh bien, oui, c'est quelque chose qui reste à étudier et à travailler. Est-ce qu'une entreprise peut être tiers-lieu? Oui, à partir du moment où elle produit du commun. À partir du moment où il y a une dimension de partage, à un moment donné, dans ses activités, pas pour tout évidemment, et sans que ce soit forcément un discours de marketing viral affiché pour faire bien, pour dire je suis écologiste ou je crée du lien social dans mon entreprise. Une entreprise qui créerait du commun, moi ça m'intéresserait. Et par exemple, il y a l'exemple de l'entreprise Decathlon, qui pendant la crise du Covid-19 dans les Fab Labs, il y a eu un détournement des masques de plongée par les Fab Labs, notamment en Italie. Donc, les Fab Labs ont acheté des masques de plongée pour en faire des respirateurs. La très grande intelligence du PDG de Decathlon, c'est de l'autoriser. Il a autorisé la chose. Il n'a pas attaqué en justice pour son brevet, il a autorisé. Et du coup, il a fait une démarche de bien commun. Et donc les gens ont manipulé, ont hacké, détourné son masque pour en faire un respirateur. J'ai trouvé ça que c'était une formidable
initiative d'un grand chef d'entreprise et qui en plus, en termes de communication, Bien sûr. est très bon. Ouais. Voilà, c'est un exemple concret, récent. Voilà. Mais c'est une vraie réflexion en tout cas à mener. Comment le processus tiers-lieu peut repenser l'idée d'entreprise. Voilà, ce sera peut-être un sujet qu'on va partager tout à l'heure sur la table ronde avec les acteurs économiques de la région. Peut-être. Merci beaucoup Pascal. Pas de problème. On va Merci à poursuivre avec une citoyenne et un citoyen issus de la Convention citoyenne pour le climat pour qu'ils nous fassent part de leur expérience. Absolument. Et certains d'entre eux travaillent dans des entreprises, c'est ça qui est très intéressant. Exactement. Merci. Merci. Et nous sommes maintenant avec Isora et Alain. Vous étiez, bonjour, citoyennes et citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Donc vous avez vécu une expérience de la démocratie participative que vous partagez au fil des étapes de la tournée des tiers-lieux. Donc merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps, l'un et l'autre, nous dire un petit peu en quelques mots ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience d'intelligence collective et de démocratie participative? Isora peut-être. Alors, ce que j'en retiens surtout, c'est qu'on peut tous être experts d'un thème quand on s'intéresse et quand on nous donne aussi les moyens de réaliser les objectifs, puisque là, dans le cadre de la convention, c'était cadré, Ouais. mais on nous a donné la possibilité d'échanger avec des experts, d'avoir des données chiffrées et ensuite d'en faire notre propre synthèse. Donc en fait, ce que j'en retiens, c'est l'expérience et le partage, et en plus de partager avec plusieurs catégories sociales professionnelles, et ça fait un beau cocktail en fait. Très bien. Merci. Et Alain? Eh ben, moi, c'est pareil, hein, avec les différentes couches sociales que l'on était, c'est de voir qu'on peut s'entendre, on peut, avec un petit peu d'études, c'est vrai qu'il faut être attentif, il faut écouter, savoir écouter les experts, prendre le pour, le contre, savoir calculer, étudier. Et je pense qu'on peut arriver à s'entendre pour finir par sortir quelque chose, quoi, sortir des propositions. Et alors, le rapport justement à l'information, parce que je disais à l'instant, on peut tous devenir experts. Votre rapport à l'information, vous avez beaucoup travaillé pendant cette convention. Est-ce qu'il a évolué? C'est-à-dire qu'après la convention, est-ce que vous avez une manière de vous informer qui a changé? Alors, moi je sais que personnellement, je vais prendre plusieurs canaux. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre forcément toujours les mêmes chaînes d'information. Je vais prendre aussi la presse papier, je vais aussi m'informer des réseaux sociaux. Et en fait, c'est comme ça que moi je vais m'informer. Et je continue pour me faire mon propre avis et pas forcément viser un journal particulier qui va peut-être vouloir m'axer dans une direction précise. Donc c'est vraiment la collecte d'informations et se faire son propre avis, en fait. Ouais, de partir du principe qu'on est en capacité de s'informer et d'analyser voilà. les informations dans toute leur complexité. Et Alain? Bah, je pense, moi, pareil, je pense qu'il faut s'informer par plusieurs canaux. On ne peut pas rester que sur un canal. Parce que, bon, bien sûr, il y a des canaux, il y a des canaux qui sont pour, d'autres contre notre convention. Donc, et puis la suite, comment les différentes propositions ont été mises dans la loi, climat et résilience. Je pense que c'est bien, oui, de continuer à s'informer par tous les moyens, quoi. Et les thèmes sur lesquels vous avez travaillé pendant la convention sont des thèmes très, très larges, très complexes, l'alimentation, le logement, la mobilité. Maintenant que vous avez fait cet effort finalement intellectuel et de temps aussi passé pour comprendre les tenants, les aboutissants, les paramètres, est-ce que votre regard sur ces questions-là a évolué dans le sens où finalement, une fois que l'on sait, d'une certaine façon, est-ce que ça change au quotidien votre manière d'appréhender, de faire des choix personnels, mais aussi d'appréhender tout ce que vous pouvez voir et entendre ici et là? Oui. Oui, je pense, oui, bien sûr. Oui. Et puis même sur les thématiques précises, par exemple, moi j'étais chez Se Loger. Maintenant, quand je vois rénovation globale ou passoire thermique, j'arrive à assimiler les informations plus rapidement, les comprendre et puis et me dire que je peux faire le rapprochement avec les propositions aussi qu'on a réalisées, qu'on a proposées, donc les mesures qu'on a proposées. Et oui, bah c'est pareil. Moi, quand je vois ce qui se fait au tiers-lieu, moi, en ayant travaillé avec le groupe Se Nourrir,
je peux qu'apprécier ces mouvements, ces avancées. Peut-être que si j'avais pas participé à la convention, je ne serais pas au courant de tout ça. Je m'en intéresserais moins. Je pense que ça ouvre la perspective de pouvoir se développer personnellement, continuer à avancer dans le positif, quoi, Ouais. dans le bon sens. Et justement, les tiers-lieux, qu'est-ce que vous attendez de la part des tiers-lieux de manière générale, maintenant que vous les côtoyez de plus en plus avec cette tournée? Et c'est vrai qu'en fait, de voir que à petite échelle, on peut agir plus vite. En fait, c'est ça, en Voilà. fait, enfin, le point positif, c'est de voir que voilà, à Arvieux, on peut voir toute cette communauté, communauté soudée, et qu'on peut agir très rapidement quand on va dans la même direction. Ouais. Et à petite échelle en plus, donc le résultat il est plus rapide. Donc agir plus vite et en fait il faudrait que ce soit multiplié partout en France. Et c'est vrai qu'à Bordeaux on le fera bientôt. Je reprends, hein, si on attend que le pouvoir législatif, vaut mieux des actions citoyennes comme ça. Pour moi, c'est une grande avancée, c'est bien, c'est des actions pour moi qui sont formidables. Ouais, donc c'est à la fois l'autonomie dans la capacité de s'informer et de faire des choix, et puis l'autonomie d'y mettre dans en les application. territoires d'expérimentation. Et d'y mettre en application, voilà, c'est bien. Moi, je peux que les remercier. Oui. Les approuver. Oui. Et en plus, c'est grâce à la convention que moi j'ai connu le tiers-lieu. Enfin, Ah oui, moi aussi. De vivre l'expérience tiers-lieu. C'est la première fois et je sais que je vais en parler dès ce soir en rentrant. Je vais en parler et je vais communiquer là-dessus. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et, on va poursuivre tout de suite avec Jacques Delarocque, qui est directeur associé du CEREG. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes directeur associé de CEREG, qui est un cabinet spécialisé dans l'aménagement du territoire Et l'environnement. et de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le cœur d'activité au quotidien? Donc le cœur d'activité au quotidien, en fait, il est orienté autour de 3 métiers chez nous, qui sont le métier de l'étude, dans les domaines de l'aménagement et de l'environnement. Le métier de tout ce qui est la mesure, la métrologie, donc mesure de l'air, de l'eau, voilà, tous ces éléments-là de mesure. Et puis toute la partie de maîtrise d'œuvre, qui est l'accompagnement principalement des collectivités territoriales à la mise en œuvre de leurs projets liés à l'environnement, que ce soit infrastructure routière, que ce soit station d'épuration, voilà, dans ces domaines-là. Donc ça, c'est le cœur de notre activité. Donc en fait, notre activité, elle est essentiellement liée à l'ingénierie d'appui, conseil auprès des collectivités en majorité. Ouais. Donc on a 60-70% de nos missions et de nos affaires avec les collectivités territoriales. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, beaucoup plus les collectivités regroupées, donc syndicats ou communautés de communes ou communautés d'agglo. Ouais. Voilà. Donc on est vraiment dans l'appui, dans le conseil pour aider l'ensemble de ces acteurs à appréhender au mieux la problématique de l'environnement, hein, parce que c'est quand même le cœur de notre métier, dans leur développement. Et le rapport justement avec les territoires dans lesquels vous intervenez, toute la dimension de l'ancrage local, de l'impact des projets sur la redynamisation ou le développement social et économique du territoire, comment vous abordez toutes ces questions dans les projets que vous conduisez? Alors on l'a de deux manières, on l'a de fait parce qu'on est une entreprise où on est un peu plus de 120 personnes, donc de fait on vit dans les territoires où on est implanté, donc déjà concrètement on participe à l'activité et l'ensemble des collaborateurs sont impliqués de façon diverse dans la vie sociale et économique et culturelle des territoires, donc ça c'est quand même un point important. Et puis après, d'un point de vue purement professionnel, nos activités au niveau des territoires, c'est d'accompagner les élus quand on parle avec les élus ou des entreprises qui cherchent à s'agrandir, à se développer, à s'intégrer au mieux dans les territoires en termes environnementaux. Donc de minimiser les impacts,
de retravailler sur de la régénération territoriale, de zones particulières, que ce soit des zones humides, que ce soit des cours d'eau, si on parle dans le domaine de l'eau, mais aussi de repenser un petit peu la manière d'approcher l'implantation dans les territoires. Ça, c'est vraiment un sujet assez nouveau, assez compliqué et beaucoup d'actualité, puisque finalement, c'est quelque chose où on est obligé de changer toute notre manière de penser. Ouais. Et les acteurs de l'aménagement, je dirais, y viennent. Mais même si nous, on est impliqués sur ce point-là depuis plus de 30 ans, je dirais que ça commence aujourd'hui surtout à bouger. Ouais. Et les répercussions, l'impact sur les territoires, est-ce que vous arrivez, par le biais d'indicateurs qu'on appelle souvent extra-financiers, à pouvoir les appréhender, les mesurer? Est-ce que c'est une tendance du marché, du conseil de l'aménagement du territoire que de mesurer à travers des indicateurs? Alors, on aborde un peu le suivi-évaluation des projets. Ça, c'est pas culturellement ancré, je dirais, quand même. Donc, évidemment, ça se fait. C'est souvent un peu quelque chose qui est raccroché un peu au dernier moment. Souvent, c'est pas vraiment quelque chose qui est très anticipé, même si ça change depuis. Je dirais qu'il y a vraiment un changement depuis peut-être marqué depuis 5, 6, 7 ans, mais pas beaucoup plus lointain. Ouais. Voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc derrière la notion d'indicateur, la problématique des indicateurs que l'on a dans le domaine de l'environnement, c'est que vous avez le travail de l'aménagement du territoire est souvent dans un espace-temps assez rapide, souvent quand même ponctué par les changements par les élections, par ces éléments-là, donc des pas de temps autour de 6 années. Alors que la problématique de l'environnement, c'est les milieux naturels, ça bouge lentement. Et les répercussions, on en connaît, on peut l'anticiper, les mesurer, c'est souvent sur du long terme. Donc quand on est dans de la mesure sur les cours d'eau, sur de la qualité des eaux, etc., on a des suivis depuis longtemps. La qualité de l'air, on commence à l'avoir dans certaines zones, évidemment. Mais c'est pas quelque chose de totalement ancré, je dirais, dans les habitudes de travail. En tout cas, c'est quelque chose qui continue d'avancer dans la bonne direction. Et vous le disiez, ça fait 30 ans que les enjeux environnementaux, vous les abordez parce que c'est finalement un très cœur d'activité chez CEREG. Mais est-ce que, à titre personnel, cette sensibilité à la fois à l'environnement, mais aussi aux enjeux sociaux et sociétaux, parce que je sais que d'un point de vue managérial, RH, ce sont aussi des sujets qui, en matière de RSE, sont historiquement très imprégnés chez CEREG. À quoi c'est dû cette sensibilité personnelle en tant que dirigeant? Disons que c'est les dirigeants, je dirais, au niveau de CEREG. On a une sensibilité d'entreprise qui est, et on essaye en tout cas, c'est pas forcément, ça marche pas forcément tout le temps, mais disons ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on est convaincu en tout cas que la dynamique d'entreprise, elle ne peut pas se faire avec l'ensemble des collaborateurs. Donc à partir du moment où on a dit ça, ça veut dire qu'il faut qu'on avance avec les collaborateurs. Et donc on essaye de s'organiser pour que les collaborateurs finalement soient bien dans l'entreprise et puissent y voir du sens dans leur métier au jour le jour, tout en étant bien, donc en pouvant s'amuser, parce que voilà, il y a des rencontres sportives, culturelles, régulières entre les uns et les autres, mais aussi leur donner des possibilités donc de financièrement s'y retrouver, financièrement aussi donc s'y retrouver quand l'entreprise fonctionne bien, de façon égale pour tout le monde. Donc on a dans l'entreprise les primes d'intéressement par exemple sont également réparties à tous les salariés, quel que soit leur niveau dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on estime que toute personne dans l'entreprise fait marcher l'entreprise au même niveau entre un directeur ou un technicien. Il n'y a pas de différence pour nous.
l'accompagnement à des mutuelles de santé, on les accompagne à 80% en termes d'entreprise, puis on essaye de viser les plus hauts remboursements, les meilleurs soutiens. Bon voilà, c'est un petit peu tous ces éléments-là. Dès qu'on peut avoir des activités entre nous, on se retrouve régulièrement tous les ans pour s'amuser, pour faire la fête. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont entre convivialité, entre sérieux, d'essayer et de faire en sorte que l'ensemble de nos collaborateurs finalement se sentent bien à ces règles. Et c'est un pari et pour l'instant ça marche relativement bien. On a un turnover qui est relativement faible. On a évidemment toujours des gens qui bougent, qui changent. Mais voilà, le turnover on est à moins de 4% de turnover dans l'entreprise. Donc ça c'est plutôt un signe pour nous que ça marche relativement bien. Voilà, après, il y a toujours des gens qui sont déçus, hein, quels que soient les endroits. Voilà, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Merci Jacques pour ce témoignage. On va se retrouver juste après l'enregistrement de cette émission pour une table ronde avec les acteurs économiques, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et associatif afin de pouvoir s'identifier les uns les autres et participer à cet écosystème qui représente Station A d'expérimentation, de mise en réseau. Et on enregistrera une prochaine émission fin août dans un tiers-lieu qui s'appelle La Piscine à Nancy. À très bientôt.